Bienvenue, soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Fabienne Keller. Fabienne Keller est sénatrice LR du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg. C'est une polytechnicienne qui est venue à la politique par la démocratie chrétienne. Elle a été centriste avec François Bayrou, puis UDF lorsqu'elle a pris la mairie de Strasbourg, UMP ensuite, et elle était soutien d'Alain Juppé. Il se disait même qu'elle aurait bien pu être le Premier ministre ou la Première ministre d'Alain Juppé s'il avait été président. Ce n'est pas le cas. On reçoit donc une dame qui cherche un peu toujours sa voie en politique. Et là, actuellement, elle est donc sénatrice. Elle a essayé de créer un groupe constructif au Sénat. Ça n'a pas marché. Donc, elle est rentrée dans le rang. Pour combien de temps? Elle va nous le dire. C'est tout l'intérêt aussi de ce Face aux chrétiens. Madame Keller, bonjour. Bonjour. Soyez vous aussi, bien évidemment, la bienvenue. Vous allez être interrogé par 3 journalistes, Béatrice Bougnol de La Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par parler de ces 6 mois qui ont un petit peu changé la vie politique française et vous demandez de commenter un petit peu, d'analyser ces 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois? Est-ce que, par exemple, le clivage droite-gauche a laissé la place entre clivage conservateur-progressiste? Est-ce que c'est un peu votre analyse? Alors, vous avez raison, la vie politique a été bousculée, c'est peu de le dire, par cette élection d'un homme qui n'est pas issu d'un parti politique. Moi, je suis à Strasbourg. Pour les Allemands, c'est quelque chose de totalement étonnant. Et nous avons surtout échappé aux extrêmes, puisqu'il y avait un vrai risque d'un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Donc après, effectivement, la nomination d'un Premier ministre de droite, Édouard Philippe, que je connais bien. Nous avons fait campagne ensemble, aux côtés d'Alain Juppé. Moi, j'ai fait des réunions publiques avec Édouard Philippe, un homme de conviction, engagé, un maire du Havre aussi, donc proche de ses concitoyens. Et puis, nous avons cette gouvernance qui est au centre. Pour l'instant, dans un certain nombre de domaines, on reconnaît des pans entiers que nous avions défendus, par exemple la simplification du droit du travail pour libérer la création d'emplois, l'engagement européen. Mardi, le président de la République était à Strasbourg, à la Cour européenne, pour affirmer l'engagement européen de la France. Des Grosso modo, vous vous y retrouvez, vous, Fabienne Keller, dans ces 6 mois? Il y a des thématiques sur lesquelles je pense que nous aurions, si Alain Juppé, par exemple, avait été élu, conduit une politique très proche, sur les économies aussi nécessaires. Par contre, un gros point d'inquiétude, de vigilance, sur la question des collectivités locales. Le président de la République a donné des signaux inquiétants lors de la conférence des territoires en juillet, disant qu'il fallait réduire le nombre d'élus locaux, alors que les élus sont sur le terrain, très massivement, ils ne sont pas rémunérés, ils sont au service 24-24 de la population sur des sujets très variés. Inquiétude alimentée par des décisions de restriction financière, l'annonce de la suppression de pas mal d'emplois aidés. Donc une inquiétude à la fois financière, technique, mais aussi sur la confiance du gouvernement dans les territoires et cette action qui peut être déclinée au plus proche du terrain. Alors, sur ces 6 mois de présidence Macron et de gouvernance Philippe, une première question de Romain Masneau de RCF. Oui, alors vous parlez effectivement d'inquiétude que vous avez, mais on se souvient qu'au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez signé un appel avec 27 autres personnalités de droite à saisir la main tendue par Emmanuel Macron. Est-ce que vous seriez prête, vous, à rejoindre un gouvernement sous la présidence Macron si on vous fait la demande? La question ne se pose pas, mais... Pas du tout, même dans un avenir proche. Mais comme je le disais, je connais bien Édouard Philippe, j'ai confiance en lui.
Comme j'ai confiance en Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avec lequel moi-même j'avais fait un travail au Sénat. C'est un homme de terrain engagé sur la question de l'égalité républicaine, qui passe par l'école, et c'est cours préparatoires dédoublés là, dans les quartiers difficiles, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en termes d'accompagner les enfants les plus fragiles. Donc je me reconnaissais très clairement dans ce choix d'une équipe plutôt orientée sur l'action, avec pas mal de ministres assez techniques, et j'ai souhaité manifester mon soutien très clair à Édouard Philippe et sa volonté de mettre en œuvre à nouveau des pans entiers du projet que nous avions porté. Une question de Louis Dauphren, Est-ce que ce faisant, finalement, vous n'avez pas torpillé un peu des initiatives qui auraient pu se jouer dans votre propre camp, en ralliant au moins symboliquement et même en manifestant votre soutien au camp qui avait gagné? Je crois que le mot de rallier n'est pas exact. Moi, pour ma part, j'ai toujours dit que je ne me sens pas, je ne vois pas comment je pourrais m'opposer à des mesures que nous avions quelques mois avant nous-mêmes défendues, portées et expliquées dans de nombreuses réunions publiques. Il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui a été choisi par les Français, et à nouveau c'est heureux, parce que les autres alternatives étaient inquiétantes. Notre candidat, à cause de difficultés liées aux affaires qui sont ressorties, mais aussi par une fragilisation. Après la primaire, François Fillon avait perdu quelques pourcents, n'a pas été en mesure d'être au second tour. Donc nos idées n'ont pas pu être portées. Je crois qu'il est plus important, comme Jean-Pierre Raffarin l'a dit encore dans un tweet hier, de choisir la France plutôt qu'un parti politique. C'est la théorie de l'essuie-glace que Édouard Philippe a évoquée. C'est pas simplement parce que c'est quelqu'un d'autre qui le met en œuvre que je vais être contre, alors que quelques mois avant, j'étais pour, par exemple, le déblocage du marché du travail. L'emploi, c'est le sujet absolument prioritaire pour les Français. Il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui le fait avec Édouard Philippe. Donc, je le soutiens très, très clairement. Je crois qu'on a une vraie difficulté chez les Républicains à cause de cette présidentielle imperdable. Il y a un an exactement, la seule question c'était qui est notre champion, désigné par la primaire. Nous avons connu de grandes difficultés, une difficulté à défendre à porter notre vision, et puis l'échec à la présidentielle puis aux législatives. C'est très difficile à accepter, mais je crois qu'il faut qu'on se reconstruise en parlant du fond, et pas comme on le vit depuis plusieurs mois, en cherchant de qui est-ce la faute, et est-ce que c'est la faute de ceux qui soutiennent sur le fond un gouvernement qui agit et qui réforme. Béatrice Bougnol de La Croix. Oui, Fabienne Keller, sur le fond justement, et au bout de 6 mois d'exercice du pouvoir, vous avez bien souligné l'inquiétude que vous aviez concernant les collectivités locales. Est-ce qu'il existe aussi d'autres points de divergence, voire d'éventuels points de rupture par rapport à la politique menée par le gouvernement Philippe? Alors, pour ma part, mais nous n'en avons pas encore débattu au Sénat, je vais regarder plus fortement la question de la politique familiale. Moi, je ne suis pas du tout favorable aux critères de revenus sur les allocations familiales. Je pense que c'est un dispositif très partagé, assez consensuel, et il est important qu'il soit, que l'ensemble des familles françaises en soient bénéficiaires. François Hollande avait déjà d'ailleurs abaissé les montants pour les personnes aux revenus les plus élevés. Inquiétude aussi sur la PAJE, ça c'est un dispositif assez technique pour l'accueil des enfants. Mais disons globalement, sur la politique éducative, qui est quand même un pilier. Sur la politique de sécurité, là aussi je reste vigilante, mais c'est vrai qu'il fallait sortir de l'état d'urgence. On ne peut pas être tout le temps en état d'urgence. Un texte de loi a été adopté, il faut voir comment il est mis en œuvre, quelle confiance aussi dans nos institutions. Pour l'instant, je ne vois pas de point d'inquiétude. Mais par contre, sur la vision de la France, girondine jacobine, quand même, cette idée que le terrain fait mieux, pour moi, c'est quelque chose de très important, qu'au moment où les budgets sont plutôt réduits, il faut laisser de la marge de manœuvre au territoire, aux personnes qui s'investissent. C'est pour moi quelque chose de vraiment très important. Donc là-dessus, je suis avec attention les annonces. C'est très compliqué de suivre les règles financières qui vont s'appliquer aux collectivités. Donc je les suis avec vigilance et je défendrai les territoires.
Romain Masneau. Et sur la fiscalité, est-ce que vous êtes d'accord avec une grande partie de la droite qui estime que les choix fiscaux du gouvernement pénalisent d'abord les classes moyennes et les retraités? Alors il y a clairement le sujet donc de l'augmentation de la CSG. Nous étions plutôt favorables à l'augmentation de la TVA, mais qui aurait fait réagir aussi, parce que c'est un impôt qui concerne tous les Français. Il y a vraiment un sujet autour des personnes à la retraite, donc qui n'ont pas de capacité à générer un nouveau revenu. Moi, je le ressens très très bien sur le terrain à Strasbourg. Les retraités sont inquiets. On n'est pas riche à partir de 1 200 euros. Exact, c'est ça le point. Et typiquement, une dame seule qui garde un appartement un peu grand pour pouvoir accueillir les enfants à l'occasion de rencontres familiales, donc qui consacre beaucoup d'argent, donc la moitié de son revenu, typiquement, des 1 200 euros, il lui reste très très peu pour vivre. Et c'est vrai que là, l'augmentation de la CSG leur prend ce qu'il reste pour le ciné, pour le cadeau aux petits-enfants, etc. Donc on est sur quelque chose d'assez essentiel. Donc est-ce qu'il est possible de relever les seuils? Nous le verrons pour notre part dans la discussion budgétaire. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Mais vous voyez, c'est un bon exemple justement, là, la CSG. On est quand même dans un pays qui prélève 60% de la richesse pour l'État et les mécanismes de redistribution. Et est-ce que ça ne mérite pas déjà en soi, qu'on soit du côté de Macron, des LR, une réflexion de se dire cet argent, est-ce qu'il contribue à la richesse nationale? Est-ce qu'il est bien utilisé? Et comment expliquer la paupérisation finalement d'une grande partie de la population alors qu'il y a un système étatique qui devrait normalement assurer le train de vie de la plupart de nos concitoyens? Est-ce que ça, ce n'est pas l'objet d'une réflexion qui n'est pas simplement la CSG ou la TVA, qui est plus profonde peut-être, je ne sais pas, non? Alors, le président de la République a fait un choix qui était de baisser la taxe d'habitation. Ça, c'est son choix, c'était une promesse présidentielle. Du coup, ça lui crée une exigence, pour des raisons d'équilibre budgétaire, de recettes. Nous avons eu le débat entre nous en amont de la primaire l'année dernière sur la CSG ou la TVA. Pardon ? Si vous maintenez le paramètre, vous dites j'ai besoin effectivement de combler ce que je perds si je considère que je dois effectivement maintenir mon train de vie. Mais vous voyez, ce n'est pas une réflexion sur l'État, c'est simplement ça, c'est une réflexion sur la façon dont je peux combler les trous. En fait, il y a plusieurs paramètres, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a prévu effectivement des économies budgétaires et une dépense supplémentaire, qui est la baisse de la taxe d'habitation, mais qui profite aussi à des classes moyennes ou à des gens modestes, mais avec un plafond. C'est une forme de redistribution. Quelle est la meilleure ressource qu'il faut, qui est aussi nécessaire pour atténuer notre déficit budgétaire excessif au regard des critères européens? Je rappelle qu'avec l'Espagne, nous sommes les 2 derniers pays qui sommes sous surveillance européenne pour cause de critères dégradés et de tendances qui ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que c'est la CSG? Est-ce que ce n'est pas trop fort? Est-ce que la TVA, qui aurait touché aussi les classes moyennes, avait l'avantage de toucher les produits importés? La CSG touche les produits financiers, donc ce n'est pas inintéressant non plus. C'est le débat que nous aurons. Mais le choix est porté par le gouvernement et il est très peu probable qu'après le débat au Sénat, on reviendra là-dessus. Béatrice Bougnol de la Croix, une question. Oui, on a compris que du point de vue du libéralisme économique d'Emmanuel Macron, vous pouvez vous sentir assez proche de la politique menée actuellement. Est-ce que sur le pendant sociétal de ce libéralisme, est-ce que là aussi vous accompagnez l'action de ce gouvernement? Et plus précisément, est-ce que vous pensez que la France est mûre, par exemple, pour ouvrir le débat sur l'ouverture à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe? Alors, sur cette question de la procréation médicalement assistée, la PMA, je voudrais dire d'abord que je suis très fermement opposée à la GPA, la gestation pour autrui. Les débats sont souvent liés. Voilà, c'est une marchandisation du corps de la femme que je n'accepte pas. Sur la PMA, moi j'ai vraiment un souhait, c'est qu'on ait un débat apaisé. C'est un débat de société, qui d'ailleurs traverse les partis politiques. Ce n'est pas tellement un débat gauche-droite ou tel parti. Je pense qu'il y a différentes sensibilités au sein des différents mouvements. Et je pense qu'il y a eu dans le débat sur le mariage pour tous des paroles qui n'auraient jamais dû avoir lieu par rapport au respect qu'on doit à chacun. Donc je forme le vœu
qu'on arrive à un débat apaisé, respectueux, où il y a de l'écoute, parce qu'on a tous une sensibilité a priori, mais on peut aussi être sensible à des situations, à des convictions exprimées. Sur le fond, si c'est bien encadré, je serais plutôt en capacité à le voter. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire oui à la PMA et non à la GPA? Est-ce qu'au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce qu'on n'arrivera pas inéluctablement à la GPA si on franchit cette étape de la PMA? Je propose, je crois qu'il y a le Conseil supérieur de l'éthique qui fait un travail là-dessus. Consultatif de l'Église. Moi, j'écoute beaucoup Jean Léonetti, que j'admire pour son travail sur toutes ces questions d'éthique médicale et familiale. Je pense ce que vous évoquez, ça ne peut pas être une affirmation, c'est quelque chose qui doit être parlé. Il ne me semble pas que ce soit de même nature. C'est vrai qu'il y a là une réalité entre femmes et hommes qui est différente. Mais voilà, en tant que femme, porter un enfant, c'est quand même quelque chose... comment demander la séparation? Quelque part, c'est déjà son enfant quand il est en soi. Enfin, c'est autre chose que la procréation médicalement assistée. Béatrice? Oui, Bognol. simplement, vous soulignez les conditions du débat pour que le débat soit apaisé, dites-vous, et effectivement, on a tous en mémoire le débat sur le mariage pour tous. Quelles seraient pour vous les conditions d'un débat apaisé? Quelles conditions faut-il mettre en place pour que justement ne se renouvelle pas l'expérience du débat sur le mariage pour tous? Alors, je n'ai pas réfléchi à l'organisation du débat dans son détail, mais je pense qu'il faut arriver à organiser une forme d'écoute. Une vraie difficulté dans laquelle on est, démocratiquement, c'est plus général, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai plus l'impression que par les réseaux sociaux, par les affirmations, c'est chacun qui se convainc au sein de sa communauté, du groupe des gens qui ont le même avis, plus qu'on échange. Donc tout le défi, ça va être de s'écouter, de partager des situations sur quelque chose qui a trait à la vie, à l'enfant, à quelque chose d'absolument fondamental dans la société. Donc je pense qu'il faut qu'on s'organise pour pouvoir être dans cette démarche d'écoute et de respect d'une opinion différente, de manière à avoir un panorama, enfin une vision des sensibilités de manière apaisée, parce que c'est des réalités de vie, peut-être une analyse aussi des réflexions dans d'autres pays proches, en Europe notamment, parce que ce sont des débats qui ne sont pas strictement français, ce sont des débats qui existent dans plusieurs États membres. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure, si la PMA est bien encadrée, j'y serais plutôt favorable. C'est quoi une PMA bien encadrée dans votre esprit? Moi, j'attends le débat pour bien comprendre. Je comprends que c'est des règles qui font l'objet d'un consensus, qui sont plutôt quelque chose qui rassemble autour de cette question. Mais vous savez qu'il y a des effets cliquets Louis Dauphren de Radio qui font Notre-Dame. que si vous passez... on a dit la même chose pour d'autres initiatives sociétales par le passé. L'idée que ce soit bien encadré a servi en fait de pilule pour faire passer l'innovation ou l'avancée sociétale ou la régression pour certains peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une illusion de la règle et de l'encadrement, non? Est-ce que c'est pas un peu facile de dire si c'est bien encadré, j'accepte? Je fais confiance au débat, je fais confiance aux témoignages de ceux qui vivent la situation, de ceux qui l'analysent parce qu'ils sont sociologues, théologiens, parce qu'ils sont personnel hospitalier qui accompagnent les familles. Je pense qu'il y a une réalité de la PMA aujourd'hui pour les couples, que moi je ne connais pas très bien. Je sais que c'est un cheminement long, parce que comme tout le monde, j'ai des proches qui ont eu la chance de pouvoir en bénéficier, mais c'est un processus douloureux, compliqué. Je pense qu'il faut qu'on puisse entendre la parole de ces personnes qui connaissent bien la réalité de la PMA aujourd'hui. Eh bien, merci pour ces précisions. Nous allons marquer une très courte pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Fabienne Keller. Et on se retrouve bien évidemment dans un très court instant. À tout de suite. Bienvenue, on se retrouve pour la deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invitée, Fabienne Keller, sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg, et elle est interrogée par trois journalistes, Béatrice Bognol
de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons parler maintenant de la vie de son parti, les Républicains, où ça bouge beaucoup, où il va y avoir une élection pour la présidence du parti début décembre, 10 et 17. Et j'ai une première question. Vous aviez dit que les Républicains cherchaient, avaient besoin d'un leadership. Est-ce qu'elle l'a trouvé avec Laurent Wauquiez ? Il semble s'imposer. Alors, les Républicains ont surtout besoin de faire une forme de refondation, hein, après cette élection perdue, l'élection présidentielle en particulier, et puis la législative qui a suivi. Alors, vous avez raison, Laurent Wauquiez est quasiment élu président du mouvement. Il en a d'ailleurs l'attitude, hein, en bureau politique auquel j'ai assisté il y a 8 jours. Voilà, il prend le leadership. Il a aussi, par ses fonctions antérieures, hein, de délégué, secrétaire général délégué, enfin, il a les fichiers, il a l'accès à l'ensemble de la structure. Donc il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait qu'il va l'emporter. La question, c'est sur quelle ligne. Et à cet égard, je suis de plus en plus inquiète au vu de ses affirmations. Ce week-end, dans le journal du dimanche, dans une émission télé, où on voit qu'il se radicalise de plus en plus, il se droitise, ce qui est inquiétant par rapport à ses convictions de départ, proche de Jacques Barrot, centriste, démocrate chrétien. Oui, c'est pour Jacques Barrot, moi, que je me suis engagée, avec Jacques Barrot et Pierre Méhaignerie, que je me suis engagée en politique, et une figure alsacienne, Adrien Zeller, c'était mes référents, plus expérimentés, mais auxquels j'adhérais à leurs convictions. Mais Laurent Wauquiez s'est beaucoup écarté du positionnement centriste et très européen. C'est dire que vous ne voterez pas pour lui ? Alors, je ne sais pas encore si je participerai à cette élection, parce que je vois une dérive là, qui s'accélère de manière surprenante, d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, vous ne voteriez pas pour lui ? Si je participe au vote, je voterai Maëlle de Caland. Par contre, c'est ça. Voilà. Par contre, je vois avec inquiétude le discours qui se durcit de plus en plus, à l'image aussi peut-être des militants qui adhèrent encore, puisqu'on a un assez fort recul, hein, des adhérents du mouvement, et qui sont des personnes plutôt qui ont une posture sur les questions de choix politiques qui est très à droite. Béatrice Bougnol de la Croix. Oui, doit-on comprendre que vous pourriez quitter le parti si Laurent Wauquiez était effectivement élu, ce qui est déjà quasiment le cas, comme vous le dites, et confirmer cette ligne identitaire et droitière, puisque vous venez de la qualifier ainsi? Alors moi, j'ai rejoint l'UMP après une réflexion en 2002. C'était un rassemblement à l'image de la CDU allemande, fédérant des sensibilités diverses pour en faire un parti en capacité de gouvernement, dans le respect des sensibilités de chacun, et comme protection face aux idées extrêmes du Front National. Au cours du temps, les choses ont évolué, et c'est vrai que mardi, en excluant les constructifs, on a fait un pas de plus dans le sens de cette droitisation. Donc je ne reconnais plus trop le projet fédérateur de départ. Par contre, je n'ai pas pris de position, je n'ai pas pris de décision à cette date. Une question de Romain Masneau de RCF. Est-ce qu'il y a un déséquilibre, vous trouvez, au sein des Républicains entre l'attitude très dure, l'attitude d'exclusion justement des députés et ministres constructifs ou bienveillants à l'égard d'Emmanuel Macron, et puis un esprit plus conciliant avec Sens commun dont le président dit clairement qu'il faut une plateforme commune avec Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que il y a un vrai déséquilibre pour vous à l'intérieur du parti ? Je pense qu'il est important que nous soyons clairs sur notre positionnement à l'égard du Front National. Nous avons déjà été dans l'ambiguïté, dans l'entre-deux-tours des présidentielles. On n'a pas été en capacité de dire il faut voter clairement Emmanuel Macron. C'était en creux. On a dit il ne faut pas soutenir Marine Le Pen. Alors que dans les élections... François Fillon a dit de voter Emmanuel Macron. François Fillon lui-même, oui, mais pas les Républicains.
Ce n'est pas ce qui figurait dans la prise de position officielle du bureau politique. Et on peut reconnaître d'ailleurs là la clarté de François Fillon. Donc cette question, elle ressurgit aujourd'hui où on décide donc d'exclure ceux qui, au fond, mettent en place les réformes qu'on avait nous-mêmes proposées, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est vrai que cette clarté indispensable avec le Front National doit être un sujet premier maintenant dans le mouvement. J'en ai moi-même parlé au dernier bureau politique. Nous avons un vrai travail de fond à faire sur nos convictions. Je pense qu'il faut maintenant passer au fond et cesser d'essayer de régler les questions en divisant. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. À quelle surface évaluez-vous votre sensibilité au sein des Républicains ? En nombre d'électeurs, en nombre de partisans ? On voit qu'il y a une différence assez forte entre les personnes, les Français, qui sont proches des Républicains, qui à plus de 50% disent qu'ils soutiennent Édouard Philippe dans son action réformatrice, et les personnes qui encore adhèrent au mouvement Les Républicains, qui est plus très attractif. Puis il y a un fait un peu factuel, c'est qu'il n'y a pas d'élection à court terme, donc voilà, c'est moins mobilisateur. Il y a une différence assez marquée. L'enjeu, c'est d'essayer de représenter ceux qui potentiellement pourraient voter pour une sensibilité républicaine, c'est-à-dire l'ensemble des Français qui se reconnaissent ou qui pourraient se reconnaître. Il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans une vision plus droitière qui reflèterait plus les militants toujours présents et toujours très revendicatifs. Mais on peut imaginer sur cette question-là qu'on ait finalement une vie politique qui se passe totalement de militants et de troupes, dans la mesure où sur les médias, qui choisissent un peu les candidats quand même, malgré tout, et en les médiatisant ou en ne les médiatisant pas, on peut très bien avoir uniquement des états-majors qui se répartissent les sensibilités sur le marché électoral français. Puis finalement, les militants, vous semblez dire que c'est tout à fait secondaire. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Si vous avez dit que c'est J'ai commenté factuellement le fait qu'on observe qu'il y a une forte baisse des adhérents des Républicains et que l'expression dans les réunions publiques n'est pas de centre-droit. Mais est-ce qu'un parti est au service de ses très adhérents ? à droite. Donc la question, c'est est-ce qu'un centre-droit peut rester au sein des Républicains ou est-ce que cette sensibilité humaniste, pro-européenne, responsable, en termes notamment de finances et d'efforts à faire, libérale pour ce qui concerne la dynamique de création d'emplois et de responsabilité, est-ce que celle-ci est à l'intérieur des Républicains ou est-ce qu'elle doit s'organiser elle-même ? Une question de Béatrice Bougnol de La Croix. Oui, justement, si le parti LR doit reconquérir des militants aujourd'hui, est-ce que s'il ne le fait pas sur cette ligne identitaire, puisque ça n'est pas votre choix, sur quelle ligne il peut faire ce travail de reconquête des militants, tout en se distinguant tout de même de la politique menée actuellement par la majorité ? C'est bien la difficulté, puisque la ligne portée par Édouard Philippe n'est pas très éloignée de cette ligne de centre-droit qui était portée par Alain Juppé pendant la campagne. Mais réfléchissons notamment aux questions de territoire que j'évoquais tout à l'heure, où il y a une vraie différence sur la confiance. Je me suis même permise d'évoquer devant le président de la République, mardi qui était à Strasbourg, cette question des territoires. C'est vital pour la France. Je pense notamment aux territoires ruraux qui sont dans la désespérance. Je pense que notamment au Sénat, avec Gérard Larcher, nous allons porter cette vision girondine de respect des acteurs, de besoin de liberté pour agir, et ce d'autant plus qu'ils auront a priori moins de moyens financiers. Voilà un premier point d'appui qui est, je crois, assez fortement différenciant. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il ne faut pas non plus chercher une différence dans l'action pour la différence. C'est une opposition qui serait stérile. Et à nouveau, il faut choisir la France plutôt que son parti. Donc définir cette ligne de centre-droit, très pro-européenne, clairement positionnée sur l'échiquier aussi en termes d'économie et de volonté de redresser la France sur l'emploi. Peut-on aller plus loin avec cette expression que vous venez de dire, la désespérance des territoires ruraux ?
C'est quoi la désespérance et pourquoi cette désespérance? Moi, j'ai conduit avec mes collègues sénateurs un groupe de travail sur l'année écoulée. C'est vraiment très, très impressionnant. Une grande partie des Français dans les territoires ruraux se sentent abandonnés. Et pourquoi? Les deux principales raisons, en discutant beaucoup avec mes collègues de différents territoires, en analysant des situations concrètes, c'est l'absence d'accès au numérique. Donc on leur dit, c'est pas grave, vous perdez des services, mais vous pouvez le faire sur votre écran. Oui, sauf qu'il n'y a pas la bande passante, il n'y a pas l'efficacité des réseaux. Alors les régions, les départements s'investissent, ça s'améliore progressivement, mais il y a quand même des territoires où la fibre n'est pas arrivée et où le téléphone portable, lui non plus d'ailleurs, ne marche pas très bien. Et l'autre sujet qui est vital, c'est l'accès aux soins. Le sentiment qu'il n'y a plus, à une distance raisonnable, d'accès à des infirmières, à des médecins, pour permettre aux gens de vivre dans la sécurité des familles comme des personnes âgées. Après, il y a d'autres sujets, les commerces, la réduction de la présence des administrations, les questions de transport, d'accessibilité. Mais les deux points numériques et médicaux sont vraiment une source de désespérance et d'inquiétude, un sentiment d'abandon qui est très présent dans les territoires. Louis Dauphren, ou alors Romain Masneau, Romain Masneau de RCF. Vous parliez du Sénat à l'instant. Au moment des sénatoriales, vous avez essayé de créer un groupe Les Constructifs. Vous n'êtes pas allé finalement jusqu'au bout de votre démarche. Pour quelle raison? Alors, moi, je réunissais régulièrement les personnes qui avaient soutenu Alain Juppé, l'ensemble des collègues sénateurs. Avant l'été, on était plutôt dans le souhait de nous retrouver au sein d'un groupe. Et puis après, les annonces d'Emmanuel Macron sur les territoires, et puis les nombreux échanges qu'ont eu mes collègues, qu'ils soient candidats ou pas, puisque la moitié du Sénat a été renouvelée, ils ont souhaité plutôt rester dans un groupe qui, lui-même, enfin moi je suis allée à la rencontre de Gérard Larcher, qui a bien voulu nous assurer du respect des sensibilités au sein du groupe existant. C'est pourquoi nous avons fait ce choix plutôt de rester dans le groupe, alors qu'en même temps, un autre groupe s'est créé, mais pas tout à fait constructif, puisqu'il a un autre libellé et garde une forme de liberté par rapport à l'action du gouvernement. Et que vous pourriez rejoindre si les choses se durcissaient au sein de LR, des Républicains? Écoutez, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je fais confiance au président Gérard Larcher et à son engagement sur l'ouverture du groupe et le respect de chacun. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur ces transports, justement, précédemment, puisque c'est un sujet dont vous êtes spécialiste, vous plaidez pour une réforme, par exemple, de la SNCF ou de toute la politique du rail depuis, je ne sais pas, moi, 50 ans à peu près? Alors, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a engagé un gros travail de mise à plat, des assises de la mobilité. Il y a une mission qui a été donnée à Cyril Spinetta sur l'organisation des transports plus institutionnels, les statuts des personnels, la facturation, qui est un sujet un peu technique mais assez central, la facturation des droits de passage sur le rail, qui fait qu'on est dans cette situation absurde où certains territoires ne sont pas desservis parce que c'est trop cher pour un train de passer sur le rail, ou qu'il n'y a pas suffisamment de trains, alors que le rail est là. L'investissement public, en fait, la dépense a été faite. La question de la dette, qui a été gérée de manière très différente en France et en Allemagne, c'est intéressant d'ailleurs, puisque en Allemagne, elle a été dès le départ reprise par l'État central. Nous, elle pèse sur, d'abord, Réseau Ferré de France, maintenant SNCF Réseau, et obère ses investissements, mais elle n'a pas cessé d'augmenter, parce que pour construire les lignes TGV, pour régénérer le réseau, et encore pas suffisamment, il n'y avait pas de ressources spécifiques, il n'y a pas d'écotaxe pour financer la taxe poids lourd, pour financer le rééquilibrage rail-route. Donc la ministre met l'ensemble à plat, je trouve que c'est plutôt sain. J'ai néanmoins un point d'inquiétude, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas une priorité budgétaire sur la question des transports. C'est M. Duron qui avait fermé pas mal de lignes sur le mandat précédent, qui a été nommé responsable des assises. Donc, je pense que c'est un signal un peu, un point de vigilance sur la tendance pour les transports. Les Français souhaitent bénéficier de transports publics de qualité. Alors, il faut être raisonnable sur ce
cela coûte. Il faut utiliser le numérique, des solutions astucieuses, mais il faut néanmoins des moyens budgétaires, nous le savons bien, pour faire fonctionner des services publics locaux. Béatrice Bougnol de Lacroix, une question. Oui, pour revenir un instant sur le parti LR, son avenir, et puis plus largement l'avenir des partis on s'est mis à appeler traditionnels de la scène politique française. Vous rappeliez effectivement cette présidentielle inratable, et effectivement elle a été surprenante à plus d'un moment. Est-ce que vous pensez, comment regardez-vous le travail enclenché par le gouvernement sur la réforme peut-être constitutionnelle, mais en tout cas la réforme des institutions pour une vie politique différente. Est-ce que vous pensez que le parti LR devrait faire des propositions aussi en la matière pour plus de participation citoyenne, peut-être? En tout cas, voilà, que pensez-vous de la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Des sénateurs, et plus généralement sur le travail enclenché au sein de l'Assemblée nationale par François de Rugy. Voilà. Alors, sur la question de la réduction du nombre de parlementaires, je crois qu'il y a un consensus. Tous les Français sont favorables. Voilà. Donc, je crois et les sénateurs aussi, ils sont les sénateurs seront concernés de la même oui, manière. mais est-ce qu'ils y sont favorables à la réduction? Je pense que tout le monde ressent que la population a acté pratiquement le fait que c'était un engagement du président élu, que d'ailleurs presque tous les candidats s'y étaient engagés. Hein. En tout cas, c'était le cas et d'Alain Juppé et de François Fillon. Donc voilà, c'est quelque chose qui est acté. Là aussi, point de vigilance, parce qu'il y a des territoires qui, du coup, n'auront presque plus d'élus. Hein. Il faudra faire des exceptions pour certains départements, pour qu'ils aient encore un sénateur. Donc, mais pour être clair, Madame Keller, le président aura les 3/5 des parlementaires pour une réforme de ce type? Alors moi j'ai lu la presse et j'ai constaté que dans ces discussions avec Gérard Larcher, il y a plutôt un accord dès lors que les territoires ruraux pourront être correctement représentés. Or, il y a un sujet qui est constitutionnel, qui est qu'il ne peut pas y avoir un écart de plus d'un tiers en termes de nombre de personnes qu'ils représentent entre différents parlementaires de différents territoires. La dimension territoriale n'est pas énormément prise en compte. Après, sur la disparition du cumul, moi je suis encore en observation de ce qui se passe à l'Assemblée, avec beaucoup d'élus qui n'ont pas de passé, d'histoire personnelle sur le terrain. Ça donne parfois des choses inattendues, inhabituelles. Je crois quand même que l'obligation de revenir vers des électeurs, d'expliquer ce qu'on fait, est un mécanisme très, très sain, de rendre compte régulièrement, mais physiquement, parce que les gens ont besoin de contact et d'explications. Donc je suis plutôt inquiète des conséquences à la fois de l'interdiction du cumul désormais applicable, c'est le fruit du mandat précédent, mais aussi de propositions comme des élections sur des listes européennes pour les européennes. Enfin, on va éloigner nos concitoyens. Et moi, mon constat global, c'est que des élus de liste versus des élus de territoire, je trouve qu'il y a plus de défauts dans les élus de liste qui sont plus éloignés des gens que dans les élus de territoire, certes, qui parlent beaucoup de leur territoire parce qu'ils s'en sentent les représentants, mais qu'au moins il y a une obligation de retourner vers, d'expliquer et de faire rendre la démocratie vivante. Nous marquons une très courte pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant. À tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invitée Fabienne Keller, qui est sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg. Elle est interrogée par 3 journalistes, Béatrice Bougnol de Lacroix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons parler d'un de ses secteurs favoris, c'est-à-dire l'écologie, parce qu'elle s'est beaucoup investie, Madame Keller, sur ces questions. Alors ma première question va tout naturellement autour de ce débat sur la prolongation du glyphosate, l'interdiction dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai une question à vous poser. Vous êtes originaire de Sélestat, où il y a beaucoup de viticulteurs.
ils doivent utiliser le glyphosate. Alors, vous êtes pour ou contre? Vous êtes prêts à les rencontrer en face à face, vos viticulteurs au glyphosate? Alors le glyphosate, effectivement, est très utilisé, donc je n'ai pas vérifié, mais j'imagine en Alsace comme ailleurs. Mais je suis heureuse du signal qu'a donné le Parlement européen, quand même, de limiter à 5 ans, alors que c'était plutôt 10 ans qui étaient envisagés, puisque les interdictions, les décisions sont efficaces désormais, enfin sont prises à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, les débats sont intéressants, puisqu'il y a différentes sensibilités dans les États membres. Ça engage plus avant la question des pesticides, des produits chimiques utilisés dans l'agroalimentaire, l'inquiétude légitime des consommateurs, des ONG défendant l'environnement sur les conséquences d'utilisation d'un certain nombre de produits, la question des lobbies de cette industrie. Je pense que sur ces sujets, il y a une seule solution, c'est la transparence. C'est-à-dire d'expliquer en quoi certains produits sont nécessaires pour protéger les cultures, que font les entreprises pour défendre leurs produits. La transparence sur le lobby doit être la règle. C'est d'ailleurs l'inspiration européenne, d'origine plutôt anglo-saxonne. Mais la santé doit être notre marqueur et doit guider nos décisions, même si c'est à très long terme, parce que la plupart des conséquences sont à long terme. Et on les analyse progressivement au fur et à mesure des études épidémiologiques. Louis Defoigne, de Radio Notre-Dame. Comment est-ce que vous l'imposez, cette transparence? Je pense que la présence d'ONG assure une forme d'alerte sur ces sujets qui conduit à ce que l'information soit donnée. Mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut aussi qu'à l'image de ce qui est le cas, par exemple, pour le Parlement européen, les parlementaires européens sont amenés à indiquer l'ensemble des échanges qu'ils peuvent avoir avec l'industrie, et c'est normal, il faut bien qu'ils parlent avec eux, mais ils sont transparents sur ces sujets, et à exiger de la part des industriels un certain nombre d'informations scientifiques et d'études avant de permettre la prolongation ou l'autorisation des produits chimiques. Une question de Romain Masneau de RCF. La fin des voitures à essence dans Paris d'ici 2030, comme le souhaite Anne Hidalgo, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est souhaitable? Je crois qu'à Strasbourg, vous privilégiez plutôt, c'est plutôt l'intermodalité qui est privilégiée, c'est-à-dire la possibilité de changer de mode de transport quand on le souhaite. Qu'est-ce que vous pensez de la... Alors moi, je pense qu'être punitif, surtout pour les gens qui vivent en région parisienne, c'est sévère pour la vie quotidienne des personnes. Être incitatif, proposer des alternatives, c'est beaucoup mieux. Il faut aussi prendre en compte le fait que prendre une décision sur Paris, cela peut mettre en difficulté des personnes qui habitent autour et qui sont amenées à passer par Paris. Donc le problème doit être traité à la bonne échelle, et les questions de qualité de l'air, c'est au moins un bassin de vie. Donc c'est plutôt la région Île-de-France qui est la bonne échelle si une mesure doit être prise. Madame Hidalgo a souhaité donner un signal, j'en prends acte, mais à nouveau, il ne faut pas que ce soit pénalisant pour des personnes qui n'ont pas de choix autre que d'entrer dans Paris avec leur véhicule demain. Par contre, qu'il y ait une politique incitative sur le vélo, que nous aimons beaucoup à Strasbourg, et notamment le vélo électrique, qui permet de faire des distances plus importantes, sur des transports en commun plus efficaces. Pour la région parisienne, c'est le sujet du Grand Paris et de son rythme de construction, parce que les boucles ne seront efficaces que si elles sont complètes, et si elles interconnectent bien les différentes gares. La question de la meilleure prise en compte, effectivement, de l'intermodalité, du passage d'un transport à l'autre en complément. En milieu rural qu'on évoquait tout à l'heure, la voiture peut être dans certains cas un mode de rabattement très rationnel vers une gare, vers un covoiturage, vers un transport lui-même plus économe en gaz à effet de serre et en pollution en termes de qualité de l'air. Une question de Béatrice Bougnol de La Croix. Il y a deux sujets épineux qui vont encore se présenter au gouvernement, qui sont les projets d'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la centrale nucléaire de Fessenheim. Quelle est votre position sur ces deux sujets, à la fois donc ce projet d'aéroport à côté de Nantes et la fermeture ou pas de la centrale nucléaire de Fessenheim? Alors, sur l'aéroport de Nantes, je ne suis pas du tout de la région, donc je me garderai de prendre position. Il y a un sujet de principe qui est la parole de l'État, qui a décidé à plusieurs reprises de faire cet aéroport qui n'a pas été respecté. Donc c'est la question
du respect de la règle. Sur l'objectif, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un aéroport? Je ne sais pas. Effectivement, Nantes, comme Strasbourg, est très desservie en TGV, en autres moyens. Donc je ne peux pas vous donner de position. Mais j'observe qu'on a une forme de résistance qui n'est pas respectueuse de principes d'autorité de la République. Mais je relève aussi que pour le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, c'est évidemment un marqueur important. Sur Fessenheim, la décision est prise de fermer les réacteurs de Fessenheim. Et vous êtes d'accord? La décision est prise. D'accord. La décision est prise. Sur la question de l'énergie, moi j'aime à rappeler que nous sommes tous consommateurs d'énergie, qu'il faut développer avant tout les énergies renouvelables et surtout être sobre en termes de consommation d'énergie. La question du nucléaire, il faut bien sûr respecter la loi qui a été votée sur la réduction de la part du nucléaire, mais il faut aussi se rappeler à tous à notre responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la décision sur l'avenir, nous avons un stock de déchets nucléaires qui est considérable, qui en a pour des dizaines de milliers d'années à les gérer, et qu'il faut, sur ce sujet, qu'on arrive à avoir un débat responsable pour les prendre en charge. Il y a eu récemment une interpellation de Greenpeace qui relevait que les fûts et les piscines dans lesquels étaient les déchets étaient moins protégés que les centrales elles-mêmes. Il va falloir investir. Tout ça va coûter très cher et concerne le passé plus que l'avenir. Mais pour moi, pas de doute, sobriété dans la consommation, sans revenir à l'âge de pierre. C'est ça toute la question. Il faut isoler nos logements, il faut être plus économe, sans affecter notre qualité de vie et toute une série de services que nous rend l'énergie, et développer les énergies renouvelables, ce qui est très compliqué parce que c'est beaucoup plus décentralisé que le système ancien des centrales qui produisaient et de la diffusion de l'énergie, la distribution sur tout le territoire, avec des débats aussi sur l'organisation de la surcapacité, puisque quand vous avez des énergies renouvelables, il faut investir plus que 100%, puisque la plupart d'entre elles sont alternatives. Quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Quand il n'y a pas de soleil, le solaire n'est pas aussi efficace. Et donc il faut un réseau et des structures de production surcapacitaires pour assurer la solidité, l'alimentation du réseau énergétique. Romain Masneau de RCF, une question. C'est peut-être encore un peu tôt, mais est-ce que pour vous, pour l'instant, Nicolas Hulot est un bon ministre ou est-ce que c'est un alibi écologique qui risque de se retrouver à l'extérieur du gouvernement après quelques arbitrages défavorables? Alors, moi j'ai beaucoup de respect pour l'engagement personnel, pour le travail vraiment d'alerte qui a été formidable de Nicolas Hulot, avec toute sa capacité médiatique, puis ensuite la puissance de sa fondation. Il est amené à faire, en tant que membre du gouvernement, des compromis. Typiquement au niveau européen, c'est toujours des compromis, c'est la règle, puisqu'on se respecte entre États membres, et que c'est toujours ce qui n'est pas simple pour lui par rapport à ses engagements plus forts, plus marqués, qui étaient les siens précédemment. Mais je crois qu'en termes de crédibilité, de puissance de l'action du ministère de l'Environnement, de crédibilité de la parole française sur ces sujets en Europe, il est un atout remarquable. Donc je forme le vœu qu'il accepte de garder cette responsabilité, même si, pour lui, parfois, c'est accepter des reconductions de certaines autorisations de diffusion de pesticides, par exemple, qu'il aurait préféré pouvoir refuser. Une question de Béatrice Bougnol de La Croix. Oui, justement, Emmanuel Macron, devant le Congrès, avait annoncé une réforme du CESE, du Conseil économique et social, dont il voulait faire une chambre du futur. C'était une idée, c'est toujours d'ailleurs une idée portée par la Fondation Nicolas Hulot, cette chambre du futur ayant notamment pour vocation de mesurer l'impact sur le long terme des propositions ou des projets de loi, et donc cet impact notamment d'un point de vue environnemental et climatique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative et que la réforme du CESE peut être une piste pour justement inclure la problématique écologique de façon générale? Oui, je partage l'idée qu'avoir un lieu, par exemple le CESE, qui soit un lieu de prospective, où on se projette à échéance de plusieurs décennies, mais souvent nos décisions tout de suite, elles engagent en fait de manière quasi certaine l'avenir, me semble vraiment intéressante pour éclairer les choix de court terme, se projeter. Historiquement, De Gaulle avait créé le plan
C'était une structure assez puissante, qui d'ailleurs rassemblait de manière transversale sur des thématiques des acteurs. Donc je crois que ce lieu manque. Pourquoi pas une évolution du CESE? Et comme vous le dites très justement, les questions d'environnement sont inéluctables. On le voit sur le réchauffement climatique. Sont publiés les premiers articles qui disent que voilà, échapper à 2 degrés de réchauffement, maintenant, ça semble quasi impossible. Ben ouais, parce que les choses dérivent. Les questions démographiques, par exemple, sont aussi des questions qui sont très prédéterminées sur le moyen long terme. Pour ma part, moi j'ai fait plusieurs travaux de prospective au Sénat, parce que je trouve que c'est une démarche vraiment intéressante qui permet d'éclairer nos décisions de court terme et que cela permet aussi de rassembler des acteurs dans un domaine qui ne dialoguent pas toujours, mais qui chacun ont un morceau, un bout de la connaissance. Merci beaucoup, Fabienne Keller, de nous faire partager votre passion pour ces questions environnementales et nous responsabiliser. Voilà, c'est la fin de notre Face aux chrétiens, de notre rendez-vous avec Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg. Merci à vos 3 confrères et je précise à nos auditeurs, téléspectateurs, que si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez retrouver Fabienne Keller dans son intégralité, très facile sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. À bientôt.